Alors bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là dans ces conditions, on le dit tout le temps, mais étranges, elles le restent, hein, même si, on commence à être habitué à tout ça. Heu, donc merci aussi, à vous qui êtes là, à Xavier Crossi, à Diane, à toute l'équipe du théâtre, de permettre, ce lien-là aux spectateurs, aux spectatrices. Dans le sens où, moi, pour tout dire, au départ, faire des choses sur Zoom, c'est pas, je travaille pas vraiment pour ça, même pas du tout. Et la manière dont c'est proposé ici me paraît intéressante pour pas se substituer non plus. On se substitue pas à une œuvre. Enfin, le Zoom ne se substitue pas à une œuvre, mais plutôt vient nouer un lien entre artistes et spectatrices, spectateurs, à l'endroit où on aurait dû se voir ce soir. Euh, alors, je vais parler, je ne sais pas du tout combien de temps, mais on s'était plutôt dit que ça durait le temps qu'aurait duré le spectacle, donc un tout petit peu moins d'une heure. Si on n'est pas plus nombreux que ça, moi je vois pas j'ai pas de contre-indication à ce que les micros soient ouverts, si tant est que vous n'ayez pas une machine à laver en position essorage à côté de vous, ou je ne sais quel, ou le discours du président en arrière-fond. Euh, mais voilà. Donc je vais. Si vous voulez poser des questions pendant, on va dire que faites-vous, comment on dit, je ne sais pas si sur Zoom il y a cette manière-là où on peut lever la main, je ne sais pas si ça existe là-dessus. Sur Teams ça existe, vous pouvez montrer la main ou taper une question. Et voilà. Déjà, vous dire que donc on devait jouer ce soir, mais on jouera quand même. Et on jouera, là, tac, je dégaine tout de suite, le 25 mai. Donc, on pourra se voir à ce moment-là. Euh, donc, une forme brève, c'est un solo, mais c'est un solo largement accompagné de collaborateurs et collaboratrices. On est une équipe de. Alors je vais compter en même temps que vous, mais donc je suis danseur et chorégraphe. Je suis accompagné de Éric Yvelin, qui est compositeur et musicien. Ludovic Rivière, qui est éclairagiste. Donc, c'est deux personnes avec qui je collabore depuis 17 ans maintenant, sur quasiment toutes mes pièces. L'un et l'autre n'en ont pas fait une seule. Euh, Puis Gyan Panchal, qui est sculpteur, euh, et avec qui c'est la première fois que je collabore. C'est un sculpteur qui travaille, dont c'est la première collaboration dans le champ chorégraphique ou théâtral, enfin des arts de la performance, mais c'est un spectateur très attentif de la danse contemporaine depuis 25 ans. Euh, Puis Valentine Solé, qui est costumière, que vous avez peut-être croisé, je ne sais pas si non, c'était pas public, mais qui a fait les costumes aussi de Madeleine Fournier, qui était en résidence au théâtre il y a une dizaine de jours, je dirais. Euh, Puis, donc ça, c'est les choses visibles, on va dire. Et puis, dans les choses moins visibles, mais qui sont importantes au plateau, il y a une collaboration avec Jean-Baptiste Véré-Logérias, qui est performeur et chanteur, et avec qui m'a accompagné sur un travail de voix. Et puis, une présence qui a été beaucoup plus réduite dans le temps, mais assez décisive, malgré tout, c'est la présence du danseur et chorégraphe portugais David Marques, qui a aussi travaillé avec Madeleine d'ailleurs, et qui a été regard extérieur quelques jours, 2 jours, au mois de mars dernier, juste avant qu'on soit confiné. Donc une forme brève, pour parler partir du titre. Une forme brève, c'est presque un emprunt à un cours de Roland Barthes au Collège de France, dans un cours qui s'appelle la préparation du roman. Et si j'en parle, c'est que
Ah, il y a un écho. C'est que, c'est un cours que j'écoutais, quand je créais une pièce, précédente en 2010 qui s'appelle Une étendue et pendant les répétitions, pour travailler dans les répétitions préparatoires, j'écoutais ces conférences-là qui peuvent s'écouter comme on écoute la radio, hein, et dans ce cours-là, Roland Barthes revient sur, donc c'est un je vais pas dire, exactement qui c'est, mais peut-être que vous le savez, que vous le chercherez si vous le savez pas. Donc c'est un académique, un chercheur français qui est mort au début des années 80, et qui, a écrit tout un ensemble de textes, théoriques et scientifiques sur, on va dire l'écriture, et à un moment de sa vie, il se trouve que c'est la fin de sa vie, mais il n'est pas mort parce qu'il était trop vieux, mais parce qu'il s'est fait renverser par une voiture, donc c'est pas un dernier texte comme ça, in extremis. Heu, il a eu le désir d'écrire un roman, et il en a fait un cours qui décrit, tout son processus pour passer d'une écriture, académique, universitaire à écrire un roman, et parmi toutes les choses qu'il, décrit, il essaye de décrire ses goûts, il essaye de décrire ce qu'il aime lire, ce qu'il aimerait écrire, ce qu'il voudrait, et il fait bien la distinction entre, ce qu'il voudrait et ce qu'il est, pour faire cette distinction qui est toujours importante quand on fait une œuvre ou une œuvre d'art, de distinguer, le projet de l'objet. Heu, voilà, l'objet étant ce qui est partageable, dans un livre par exemple, et le projet c'est ce qui se passe plutôt, plus en secret. Et donc parmi toutes ces choses-là, et pour pas m'étendre là-dessus non plus, il décrit, une forme vers laquelle il voudrait aller, qui est la forme brève, et la forme brève, une des figures majeures ou des plus connues de la forme brève littéraire, c'est la forme du haïku, le haïku japonais, cette forme poétique de très ramassée, de peu de mots, qui contient des puissances. Alors là, malheureusement, j'ai pas pensé avant ça, mais j'aurais pu vous trouver un haïku pour vous lire et pour que ça fasse, son effet, l'effet duquel je parle, mais malheureusement, j'y ai pas pensé. Hem Et donc, voilà. Le titre Une forme brève, et cette pièce Une forme brève prend sa source il y a 10 petites années. Heu Au fur et à mesure de toutes ces années, j'ai fait un certain nombre de pièces, j'ai fait pas mal de choses, et je me suis toujours intéressé, à, on va dire à des notions de mémoire, d'archives, de documents, d'histoire. D'histoire pas forcément, enfin, plutôt pas d'histoire linéaire, mais plutôt, une histoire de la danse qui serait portée par les corps, heu et qui justement, qui passerait de corps en corps. Heu et en 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 commençant à réfléchir à une forme brève, j'ai réalisé par des discussions, c'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça, parce que j'ai plus d'idées que les autres ou je ne sais quoi, mais par des discussions, même un peu comme ça, en vous parlant, il y a des choses qui émergent, de réaliser que j'étais, porteur d'une forme de patrimoine chorégraphique, dansé, intellectuel, enfin tout un tas de choses dont on est tous et toutes porteuses, à partir du moment où on se pose la question de savoir si on est porteur de ça. Et donc là, le point précis, c'est lié à la danse. Et voilà, donc du coup, ça me fait faire un petit retour arrière. En fait, je travaille, comme danseur depuis 1999, donc ça fait une petite vingtaine d'années que que je fais ça, que je suis présent sur les scènes, françaises et internationales, et donc au bout de 20 ans, je réalise un peu, ou j'admets que je suis porteur de tout un certain nombre de choses. Hem
et c'était déjà, je suis peut-être un peu confus, vous levez la main, hein, s'il y a besoin de revenir sur des choses. Hem, il se trouve, je vous disais que j'étais très intéressé par la question de documents, et quand j'ai fait une étendue en 2010, c'était déjà un moment pour moi où je voulais, où j'avais décidé, donc ce moment où j'écoutais ces cours de Roland Barthes, heu, j'avais décidé de revenir sur toutes mes pièces précédentes, de ressortir tous mes cahiers, tous les documents que j'avais produits autour de ces pièces, pour essayer d'isoler les choses qui seraient récurrentes dans le travail, des choses qui seraient présentes soit uniquement en termes de recherche, invisibles, ou alors même au plateau, des séquences qui pourraient, avoir été travaillées pour une pièce et puis finalement ressurgir dans une autre, pas forcément de manière consciente, avec peut-être un titre ou des enjeux différents, mais qui, si on les regarde rétrospectivement ou avec un peu de recul, travailleraient les mêmes choses. Et donc j'ai sectionné mon travail comme ça en documents, en me disant qu'à partir de ce moment-là, 2010, je pouvais faire usage de mon travail en allant piocher ici et là des choses préexistantes à une pièce proprement dite. C'est un peu peut-être une manière de réagir positivement à la peur de la page blanche qu'on peut avoir dans toute forme d'acte de création, ou même ne serait-ce que rédiger un texte pour quoi que ce soit, de se dire comment je vais commencer. Alors on se dit souvent qu'au théâtre, il y a un texte qui est là avant nous, et que avant nous ou en même temps, enfin, et que c'est un support pour pouvoir produire des formes. Et il se trouve qu'à partir du moment où on se dit qu'on a déjà fait des choses et que ces choses-là peuvent nous servir, que notre vie du geste, qu'on soit danseur ou pas, est aussi une forme de préalable à toute chose. Euh, je me suis peut-être senti plus calme, et, euh, et en ramenant ça à une forme brève, heu, j'ai eu envie de pouvoir saisir des éléments que j'avais déjà convoqués dans d'autres pièces comme matière à démarrer un nouveau projet. Et 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 j'ai appris à ce moment-là qu'il y a un terme en architecture, dans l'architecture de l'Antiquité tardive et du début du Moyen Âge, qu'on appelle le spolia. Et le spolia, c'est le fait de construire un bâtiment avec les pierres d'un autre bâtiment qui n'aurait rien à voir. Et, et voilà, donc une forme brève part de ce constat, le fait d'être porteur d'un patrimoine à véhiculer, et qu'avec les documents que j'ai déjà, ces pierres-là, je peux les réorganiser pour fabriquer une nouvelle chose. Euh, et puis, là, depuis le début de cette discussion, enfin, qui va que dans un sens pour l'instant, je parle beaucoup de gens dont le cadre de travail n'est pas franchement l'art. Et c'est vrai que j'ai souvent eu beaucoup de mal à citer ou à me référer à des gens de mon propre champ de travail, c'est-à-dire la chorégraphie, même si je suis un spectateur attentif, mais j'ai toujours eu l'impression que j'allais plutôt chercher mes sources ailleurs, dans les sciences humaines notamment. Et il se trouve qu'avec cette pièce, j'ai comme réussi, enfin c'est devenu un peu naturel de d'aller aux sources de choses desquelles j'étais passé à côté pendant un certain nombre d'années, et notamment, et ça peut-être qu'on va pouvoir regarder quelques images de de Trisha Brown, et notamment d'une œuvre qui, il me semble, est une œuvre cinéma. C'est pas quelque chose qu'elle a fait sur scène. Enfin, je crois que c'est dédié à la caméra, de Babette Mangold, et une œuvre qui s'appelle Water Motor. Euh,
et puis on pourra passer, et à côté, et donc il y a ça, et donc ce qui m'a intéressé dans cette manière de danser là, c'est ce qu'appelait Trisha Brown le corps démocratique. C'est-à-dire que c'est un corps sans hiérarchie dans les moteurs d'engagement du mouvement. Et en parallèle à ça, quelque chose dont je me sentais déjà plus proche, c'est Trio A de Yvonne Rainer, qui, vous le verrez, on va en regarder que quelques minutes, hein, est un enchaînement de gestes et de mouvements, à la fois des gestes très banals du quotidien et des gestes très codés de la danse, mais qu'elle interprète sur un niveau très sans hiérarchie, voilà. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer ce que c'est ce Water Motor et Trio A, si ça vous intéresse. Alors, pardon, alors là, je suis déjà perdu. Il n'y a pas de son, hein. Alors, j'arrête là. Je vais vous glisser le lien dans la conversation. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une danse dans laquelle il y a rien à comprendre. L'intérêt n'est pas dans la compréhension, tout nous dépasse d'ailleurs. Et puis, Trio A, sous-titré The Mind is a Muscle, donc l'esprit est un muscle, enfin l'esprit au sens de l'intellect. Même le cerveau est un muscle. Moi, je suis désolé, je vous coupe en plein vol, mais je vais vous mettre les références ici. Et bon, tout ça est assez éclaté. Alors peut-être que je vais retomber sur mes pieds en disant que
tout ce dont je vous parle, c'est le projet le projet d'une forme brève, ce serait de d'en faire que cette pièce soit une sorte d'anthologie, une anthologie avec un H, quelque chose qui soit peuplé de fantômes, pas de fantômes qui font peur, mais de partenaires de travail, pas forcément conscients, mais en tout cas laisser la place à quelque chose, oui, voilà, aux fantômes à prendre leur place. Et, et un une des manières de faire d'un point de vue chorégraphique, c'est de se préoccuper, de s'intéresser énormément à l'importance laissée par les traces sur le plateau, des traces laissées par la danse. Et donc les traces laissées par la danse, on parle de traces invisibles. Et donc comment on peut organiser un espace dans lequel la danse laisse des traces et que ces traces puissent être actives après mon passage. Euh, voilà, je dirais que j'ai encore plein de choses à dire, mais je me demande si on ne pourrait pas déjà faire une sorte de petit arrêt dans lequel vous pourriez prendre la parole si vous en avez envie, euh, pour pas, pour pas dérouler quelque chose comme ça trop longtemps. Il y aurait des questions ou allez-y, je vois que vous levez la main. J'ai mis mon micro, on m'entend? Oui, très bien. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, ce que vous entendez par hiérarchie de l'élaboration du mouvement? Je ne saisis pas trop bien de quoi il s'agit. Alors, je ne sais pas si vous avez dans l'extrait comment elle s'appelle, de Trisha Brown, quand on la voit danser, elle ne met pas plus d'importance à un geste qui partirait du bout du nez qu'un bras, que le bassin, n'importe quoi. Toutes les directions et toutes les parties du corps ont la même. C'est un principe d'équivalence en fait. Tout a la même, tout a la même valeur. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, en 2020, c'est quelque chose qui est peut-être plus banal, mais quoique, je ne crois pas, je trouve qu'il y a... Ça, j'en suis pas sûr. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose dont on peut parler plus facilement. Mais, dans les années 60 ou même après, hein, la mainmise de danse plus formelle euh, faisait que le haut du corps était plus important que le bas du corps, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Quand on pense à la danse classique, par exemple, la danse classique un peu archétypale, hein, pas la danse classique telle qu'elle peut se développer dans les meilleures conditions, mais voilà. Merci. Oui. Oh, je t'entends pas, Xavier. Oui, ben moi non plus. Enfin, ça y est, je m'entends, on s'entend. Dis-moi, Rémi, non, juste, quand tu dis, je trouve ça très intéressant intellectuellement. Après, c'est vrai que le résultat visuel, ce serait bien que tu l'évoques. Quand tu dis que ce que tu cherches à faire, c'est que sur le plateau, il y ait les traces Ouais, de la danse, ouais, que soient perceptibles les traces de ta danse, quoi. ouais. Ça aussi, j'aimerais bien si tu pouvais le détailler un peu ou voir éventuellement montrer des images, je Ouais. sais pas. Ben, je vais le détailler une seconde et puis je vais vous montrer quelque chose alors. Euh, Si tant est qu'en vidéo on puisse percevoir ces choses-là, mais si on ne les perçoit pas là, je vous invite à venir en mai alors. Mais le, on va dire, la manière dont je me, avec de la, comment, la manière dont je me, oh, j'ai un problème de français là. Je m'y prends de cette manière-là quand pour déposer comment déposer des traces sur un plateau. Euh, on va dire que euh, j'ai une attention
toute particulière à l'espace et comment une danse, on va dire, on la prend de manière générique, euh, dépose un tracé dans l'espace. Et à partir du moment où elle a un tracé dans l'espace, elle va être à un moment donné proche d'un rideau, proche du centre, proche de tel objet, proche de telle chose. Euh, et, euh, et donc voilà, tout mon travail, c'est de déposer des marques un peu, comme on dépose des cairns en montagne, c'est-à-dire que au milieu d'une danse dont on se dit qu'elle a une unité formelle, je vais déposer des marques gestuelles qui, on va dire, n'ont rien à voir. C'est-à-dire, on va dire basiquement, je marche sans rien, enfin, j'ai une marche de piéton dans un espace sur un parcours précis. Et si à un moment donné, le temps de 2 secondes, je marche à quatre pattes et je me relève, eh ben, tout le monde, personne n'aura pu manquer le fait qu'il y a une rupture dans ce que je fais. Et donc la prochaine fois que je viendrai dans cet espace, vous aurez dans le meilleur des cas tous en tête et tout en tête le fait qu'il s'est déjà passé quelque chose à cet endroit-là et que cette chose n'était pas rentrée était pas semblable aux autres. Et donc, par accumulation, si je reviens dans cet espace, que je retourne à quatre pattes, mais que je fais en plus un autre geste, on est sur un principe d'accumulation qui fait que je marque un espace d'une singularité. Et une fois que cet espace est marqué d'une forme de singularité, si je reprends ces gestes-là et que je vais les faire ailleurs, dans l'espace, alors le spectateur, la spectatrice peut additionner dans l'espace, ce que j'ai fait là tout à l'heure, ce que je fais ici maintenant, et, et, et articuler ces choses ensemble. Donc, j'ai bien conscience que ce n'est pas tout à fait clair. Alors, je vais vous montrer un extrait d'une forme brève, filmée pendant les répétitions qu'on a faites à Beauvais au mois de juin dernier. Voilà, ça arrive. Et je vais aller un peu plus loin. Ça, c'est le tout début de la pièce. Vous voyez, c'est 3 minutes 46, donc on est vraiment au tout début. Vous voyez la barre au sol dont parlait Diane tout à l'heure.
les points lumineux permettent de déposer des traces. C'est la distance qui est entre moi et le point lumineux. Le point lumineux, le point de repère. Je souviens un peu parce que là, dans cette première partie, j'avais presque vu en entier, je dépose presque toutes les marques de ce qui va se passer pendant les 3 quarts d'heure suivantes. J'arrête là pour avancer et pour aller à une autre partie, une dizaine de minutes plus tard. Où donc là, vous voyez l'espace. Je ne sais pas si vous aviez remarqué qu'il y avait cette clôture au fond, qui était en filigrane. On ne l'a pas apportée là en surprise, elle était là depuis le début.
je coupe là. Je ne sais pas si c'est probant par rapport à ce que j'ai raconté, mais c'est là que je mesure la limite entre faire et parler des choses. Du coup, j'aurais d'autres choses à dire, mais ça fait partie plutôt une sorte de cuisine préalable sur des sources, des influences, des choses comme ça. Et je me dis que ça peut venir à partir du moment où on discute un peu, si c'est vraiment nécessaire d'amener ces sources-là plutôt que de les exposer. Donc moi, peut-être que pour dire peut-être une dernière chose, il y a des pratiques physiques, c'est que, donc on l'a bien compris, enfin, il y a tout ce rapport à la mémoire, l'histoire de la danse, et il y a tout un rapport au corps, en fait, qui, qui est issu de pratiques somatiques, et notamment de la pratique Feldenkrais, qui est donc une pratique de corps, et que j'ai pratiquée quand j'étais étudiant en danse, et que j'ai plus beaucoup faite entre-temps, mais à laquelle j'ai toujours beaucoup pensé. Et qui, pour cette pièce, est redevenu quelque chose de très important. Et donc la pratique Feldenkrais, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, je ne pourrais pas en faire une définition claire, hein. Je peux vous envoyer, je vais vous mettre un lien aussi de pratiques en ligne. C'est ce que ça permet aussi, le confinement, c'est qu'il y a tout un tas de choses auxquelles on a accès en ligne, auxquelles on n'a pas accès d'habitude. Donc voilà, c'est une pratique du mouvement qui se pratique sans exemple par l'image, sans exemple visuel. C'est une pratique qui se conduit par la parole, par un praticien, une praticienne qui conduit les élèves par des descriptions de gestes, des descriptions de mouvements plutôt, et les élèves doivent se débrouiller avec ces descriptions pour pouvoir parvenir à faire ce qu'ils comprennent de ça. C'est-à-dire que c'est tout le temps juste, il n'y a jamais de correction. Et l'idée, c'est d'utiliser toujours le moindre... c'est une sorte de pratique du moindre effort, d'un point de vue physique. Je vais vous mettre tout de suite le lien avant que j'oublie. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qu'on peut faire donc chez soi. On a juste besoin de pouvoir entendre ce qu'on nous raconte, d'être allongé la plupart du temps ou assis sur une chaise, d'être bien couvert parce que souvent on ne bouge pas beaucoup. Et c'est très à la fois agréable physiquement à faire, et aussi je trouve que ça permet beaucoup de choses d'un point de vue intellectuel, enfin, de cette articulation entre penser et faire, un truc comme ça. Bon, à vous alors maintenant. J'ai juste une question, Rémi, sur la pratique que tu viens de décrire. C'est du coup des mouvements que tu peux faire de manière inconsciente? Non, pour le coup, c'est très conscient. Okay. La pratique Feldenkrais, c'est vraiment des descriptions très très précises pour avoir conscience. Le sous-titre, c'est la conscience par le mouvement. Donc c'est vraiment pour pouvoir faire des choses, avoir conscience de ses orteils quand on marche, par exemple. Je dis un truc au hasard, mais où la connexion entre son genou, le pli de son genou et sa nuque. Savoir comment ces choses sont liées, comment elles, dans la vie quotidienne. Donc c'est des pratiques qui sont faites soit par, on va dire, des danseurs, mais aussi il y a de plus en plus de gens dans des métiers très très différents. Je sais qu'il y a des groupements d'agriculteurs qui utilisent la méthode Feldenkrais pour pouvoir moins se fatiguer au travail sur des gestes répétitifs, par exemple.
Donc ça, c'est dans un milieu, on va dire, agricole, mais les étudiants, les élèves de conservatoire au CNSM à Paris, par exemple, les instrumentistes, ont aussi des cours Feldenkrais pour pouvoir, comme ils sont en pleine croissance, voilà, avoir une contrebasse, je ne sais quoi, comment se positionner, comment faire avec ça. Voilà. Ok. Et le son que tu produis aussi pendant le spectacle, est-ce que Oui. c'est une manière d'aussi laisser des traces? Parce que j'avais oublié, parce que c'est vrai qu'on a vu, nous, en tout cas, une partie de l'équipe on a vu une étape de travail, et j'avais oublié aussi qu'il y avait une partie sonore, enfin, pas hors dehors de la musique, je veux dire. Ouais, ouais. Et voilà, ça m'interrogeait, en fait, cette partie-là. Ouais. Alors, est-ce qu'elle laisse des traces? Je pourrais pas dire. Il se trouve qu'elle est faite 2 fois. Je vais pas dire comment parce que j'espère bien que vous allez venir voir. Donc elle est faite 2 fois de manière différente. Par contre, c'est fait au même endroit. Donc du coup, forcément, ça reconvoque du passé. Et, et voilà. Et ça me fait penser que j'avais préparé, et ça c'est, j'avais préparé une citation tout à fait intéressante sur. Donc c'est, enfin, si je passe à ça à l'instant, c'est parce que ça a à voir avec la question de Xavier tout à l'heure, la tienne maintenant. Et il se trouve que j'avais mis ça dans le dossier de presse, quoi. Donc je vous le relis là. Donc c'est une phrase de Hugo Münsterberg dans un livre qui s'appelle La mémoire et l'imagination. Et ça, c'est quelque chose du début du XXe siècle. Je n'ai pas une idée vraiment précise là à l'instant, je n'ai pas le livre sous les yeux. Et donc lui, il dit: l'expérience du spectateur ne se réduit pas aux sensations visuelles ou auditives qui parviennent à ses yeux ou ses oreilles à ce moment précis. Il se peut fort bien que, complètement fasciné par la scène qui se déroule devant lui, son esprit soit en quelque sorte submergé par d'autres idées. L'une des origines de ces autres idées, et qui n'est certes pas la moins importante, est la mémoire. Et donc pour moi, ce que j'aime dans cette phrase-là, c'est l'idée que on ne fait jamais une seule chose en même temps. On ne pense jamais à une seule chose en même temps. Là, en vous disant ça, je pense à autre chose, à ce que je vais pouvoir dire, à ce que voilà. Et vous, en m'écoutant, forcément, vous faites plusieurs choses en même temps. Vous pensez à d'autres choses. Est-ce que c'est vraiment crédible ce qu'il est en train de raconter, ou alors, enfin, plein de choses, ou alors même du quotidien. Et c'est ce qui nous arrive constamment dans la vie. Quand on conduit, on est obligé de penser à plein de choses en même temps, et d'avoir des gestes précis pour autant. Voilà. Donc la question de la mémoire et l'imagination, elle est assez bien résumée dans cette phrase-là. Et puis une autre phrase que j'avais mis en vis-à-vis, c'est une phrase d'Isabelle Launay, qui dit, donc est historienne de la danse, qui dit: il importe aussi parfois de lâcher l'exactitude au profit d'un autre enjeu. Lâcher l'exactitude au profit de l'événement qu'on ne peut prévoir. Que l'inconscient et la construction d'une situation délivrent ses puissances. Et ça m'intéressait sur un mode de travail, en fait. Pas forcément dans ce qu'on voit dans la pièce finie, qui est très écrite, mais sur comment on la fabrique. Voilà. Que souvent, quand on fabrique des pièces, on est pris dans des formats qui font que les questions de l'intuition, par exemple, sont souvent mises de côté, parce que dans le travail de la danse, on est toujours obligé, et c'est tant mieux, hein, c'est comme ça, de transmettre des choses aux gens avec qui on travaille. Pas forcément transmettre des gestes, mais transmettre, enfin même ça m'arrive jamais ça, mais de transmettre un processus pour y arriver. Et dans cette manière, dans ce fait de transmettre, il y a des choses qui se perdent par rapport à ce qu'on avait au fond de la tête. Et c'est souvent dans ces pertes-là que se fabrique un objet singulier qui se trouve entre les gens, personne ne le possède vraiment, il se situe entre les gens qui contribuent à tout ça.
Et quand on est, comme dans ce cas-là, seul au plateau, alors on squeeze cette question de la transmission, et alors des états plus intuitifs peuvent apparaître. Et donc ce rapport à l'événement, être vraiment proche à l'événement, peut plus être présent. Oui, à vous. Je ne sais plus, monsieur Jean-Pierre Tullier. Ouais, merci. Et ce que vous dites là, surtout à propos de la mémoire, me fait penser à l'association d'idées chez Freud. Et j'aurais savoir, est-ce que de ce fait-là, et du fait des résurgences qui peuvent venir lorsque vous rencontrez des choses, vous faites des mouvements, est-ce qu'il y a dans votre spectacle place à l'improvisation, à partir justement de ces résurgences? Ouais. Alors la question de l'improvisation, c'est souvent une question un peu sans fin. Alors, donc, pour répondre assez directement, de mon point de vue, il n'est pas question d'improvisation. Parce que tout ce que je fais, je l'inclus dans une écriture, mais pour autant, je n'ai pas une écriture du geste qui serait une écriture geste à geste, comme on pourrait écrire une écriture mot à mot. Voilà, j'ai pas de syntaxe. Donc on peut, j'ai plutôt un corpus de gestes, un corpus de mouvements que je réarticule chaque fois que j'interprète la danse. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a un rapport au présent. Mais pour moi, c'est pas un rapport d'improvisation au sens où on pourrait l'entendre chez, par exemple, des gens qui m'ont beaucoup influencé et dont je voulais vous montrer des choses, comme Steve Paxton ou Lisa Nelson. Et je vais d'ailleurs vous mettre le lien dans le fil de discussion, parce que je ne crois pas que je vais avoir le temps de montrer ça maintenant parce qu'on est parti sur autre chose. Mais là, vous avez une pièce qui s'appelle Part, qui est une pièce de la fin des années 70, début 80, de ces danseurs américains, Steve Paxton, Lisa Nelson, qui font partie de cette grande famille, au sens, c'est un peu faux de dire ça, mais du Judson Church Theatre Workshop, donc un lieu qui avait été créé au milieu des années 60 à New York, et dont ils font Trisha Brown, Yvonne Rainer, Steve Paxton, Lucinda Childs, Deborah Hay, sont des gens qu'on a découvert que très très tard en France, au début des années 90, voire milieu des années 90, et qui sont très très importants pour la danse, pour ce qu'on fait en France et ailleurs d'ailleurs. C'est vraiment les figures du postmodernisme américain. Merci. De rien. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Cette idée de trace et de marque, est-ce que pour vous, c'est lié à l'idée que la danse est tellement éphémère qu'il faut essayer, que vous voulez essayer de l'éterniser ou de le concrétiser un peu? Est-ce que c'est... Il peut y avoir de ça. En fait, moi, je dirais que j'en fais pas une théorie, hein, mais que la danse, c'est pas uniquement, voire peut-être pas du tout, mais là j'exagérerais peut-être, cette chose qu'on voit s'agiter dans les corps le temps d'un spectacle, ou voilà. Que la danse, c'est peut-être davantage ce qui se produit entre ce qu'on voit, ce à quoi on pense et les traces qu'elle dépose. Et que c'est en ce sens que faire ce que je fais, et puis je ne suis pas le seul à le faire, on est des milliers, nécessite un tiers, et ce tiers, c'est les spectateurs, les spectatrices. Et donc évidemment, moi dans mon cas, on essaie de trouver des solutions pour que cette chose-là s'imprime
le plus précisément possible, précisément ou l'inverse, en tout cas trouver une manière spécifique de laisser une impression, au sens presque de la trace, hein, imprimée, de ce moment-là. Donc, moi, pour tout dire, cette question-là, vu qu'on parlait de Freud à l'instant, la question de la trace, elle me vient de comment il s'appelle, de Fernand Deligny. Donc Fernand Deligny, j'avais préparé des choses, c'est où? Il est là. Fernand Deligny, qui était un psy dans les années 60-70, qui a participé au renouvellement de la psychothérapie en France, et qui, à un moment donné, donc j'ai pas les dates en tête, hein, mais peu importe, il a comme fui les hôpitaux et la ville de Paris, et il est parti avec un groupe d'autistes, d'enfants autistes, en Lozère, si je ne me trompe pas, dans une maison. Et il a accueilli ces enfants, et c'est là que s'est forgé, vous me dites si je me trompe, s'il y a des gens plus calés que moi, hein, sur ce qui s'est appelé plus tard la psychothérapie institutionnelle. Donc, du coup, quelque chose sans hiérarchie, où il y a plus de soignants et de malades, mais il n'y a que des gens qui sont là et qui vivent ensemble. Et donc lui, pour essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête de ces enfants qui ne pouvaient pas comprendre par le langage, qui étaient autistes, il a décidé à un moment donné de cartographier tous les parcours de ces enfants dans ce lieu de vie, donc à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Et année après année, il dessinait ça sur des calques. Il a superposé ces calques sur le terrain, on va dire, réel, enfin, de l'endroit dans lequel il se trouvait. Et il s'est rendu compte que grand nombre d'enfants venaient se poser à un endroit, et à cet endroit précis, pour ses yeux à lui, il n'y avait rien, mais pour autant, pour des enfants qui venaient de n'importe quel endroit, il s'y passait quelque chose. Donc c'était comme un peu cette histoire de points chauds que j'aime me déposer dans mes pièces, ou des endroits au milieu de rien où il se passe quelque chose. Voilà, ça vient de Fernand Deligny. Et ces cartographies, en fait, assez précises, sont que je fais. En fait, mon geste chorégraphique, c'est un geste de cartographie, de tracer dans l'espace, finalement. Et vient de là. Donc là, j'ai un peu dérivé quand même par rapport à votre question, mais peut-être que j'avais très envie de dire ça alors. Alors, j'ai pas peur du silence, mais quand même. Oui, vas-y Xavier. Je veux bien dire un truc. Comment dire, ce que tu disais tout à l'heure, que ton travail nécessite un tiers, c'est-à-dire le spectateur, ou la spectatrice et spectateur, ça veut dire qu'il faut qu'on bosse, quoi. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, non, mais c'est vrai, quand je dis ça, c'est avec un sourire, mais effectivement, oui, tu convoques quand même, alors pas une attention universitaire, mais une attention flottante, quoi, enfin, mais effectivement, qui met en cause, en jeu en tout cas, la présence ou la pensée du spectateur. Ouais, en fait, universitaire, je pense pas, hein, enfin même pas du tout d'ailleurs. Enfin, là, parce que là, je ne fais que parler, donc je cite des machins, mais sinon, en vrai, dans la vraie vie des théâtres, effectivement, ce que je convoque, c'est que le spectateur, la spectatrice s'engage dans une relation à ce qu'il voit, à ce qu'il perçoit.
ce qu'elle perçoit. Et un des enjeux majeurs de ce projet, de cette pièce, c'était de créer un dispositif de vision, en fait, que la chorégraphie mette en crise le fait de voir et que la vue ne suffise pas. C'est-à-dire que ça ne suffit pas, enfin, peut-être que j'exagère, mais que l'idée, ce serait d'augmenter cette capacité qu'on pourrait appeler l'empathie kinesthésique, c'est-à-dire que vous puissiez, en tant que regardeur, attraper ce que je fais, ce qui se fait, par vos corps, plutôt que que uniquement par le regard ou une compréhension qui serait celle que vous activez en ce moment. D'essayer de me comprendre parce que je suis peu clair. Mais y a ce que j'essaie de faire dans ce spectacle, c'est de moduler les modes d'attention et que vous puissiez passer d'une attention qui serait une attention très focale sur, comme là, sur le sens de ce que je dis, et que vous puissiez passer plus au sens, mais au chant de ce qui se dit, à la musique un peu de ce qui se dit. Et c'est la même chose avec le regard quand on s'amuse à regarder quelque chose très précisément, et puis que l'instant d'après, on regarde par le regard périphérique. Et on est toujours dans la même situation, mais on prend les choses de manière beaucoup plus globale. Et pour avoir l'habitude, ces 6 derniers mois, de passer beaucoup de temps devant les ordinateurs comme ça, là, avec pas mal de gens pour travailler, et ben, ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose, et puis je vous vois en plus, qu'on active en permanence dans ce genre de situation, de regarder vraiment qui est à l'écran et de passer à un regard complètement flouté. Et pour autant, vous ne ratez pas ce que je raconte et vous ne ratez pas ce qui se passe. Et donc, voilà, dans ce spectacle, je ne demande pas aux gens de travailler, mais je demande, ouais, cette forme d'activité, ou même je sais pas si c'est un lâcher prise, mais de peut-être de quitter le sens, en fait, de quitter cette envie de se raccrocher au sens des choses, mais plutôt à ce que ça nous fait. Voilà, je suis plus intéressé par ce que ça nous fait que au sens général, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas par écrit, en tout cas. Non. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir mis tous les liens là, sur le côté. C'est mon côté prof, ça. Ben oui, parce que même les spectateurs, tu vois, ils bossent, donc voilà. Ouais. Bien. Bon. Et bien, du coup, je sais pas si tu veux... Enfin voilà, on a terminé, je pense. S'il y a pas d'autres questions, je fais un petit tour quand même. Non, moi, je voulais juste te remercier, Rémi, pour la qualité de cet échange, enfin, la qualité de ce que tu as dit et toutes les portes que ça ouvre. Et vraiment, merci beaucoup. Du coup, je pense qu'effectivement, on ne verra pas le spectacle de la même façon. Enfin bon, c'est très bien. Merci. Merci à tous et toutes. Et j'avais une mini chose à dire encore. C'est sur cette non, mais sur la question de la trace, en fait. En 2 secondes, hein, après j'arrête. C'est il y a un philosophe actuel qui s'appelle Baptiste Morisot, qu'on entend et qu'on voit beaucoup en ce moment, pas sur toutes les télés, mais quand on s'intéresse un peu aux questions d'anthropologie en ce moment, et
du vivant. Et il se trouve que cette personne-là, et donc Baptiste Morisot, est aussi, il fait du pistage animal. Et il piste des grands prédateurs en France, en Europe, ailleurs. Et en lisant un de ses bouquins qui s'appelle Sur la piste animale, justement, il décrit comment pister un animal. Et quand on piste un animal, chose que je n'ai jamais faite, on est ce qu'on voit, ce sont des traces infimes sur lesquelles on fait des hypothèses pour suivre une piste. Et l'animal en question, on le voit jamais ou très très rarement. Et il se trouve que j'ai l'impression que le travail de la chorégraphie et peut-être du spectateur, de la spectatrice, bah, c'est quand même beaucoup ça. C'est qu'on suit des, des pistes, on relève des traces, on fait des hypothèses, on articule des choses ensemble pour voir ce qu'on a à voir soi, mais qui est peut-être pas ce qu'on a sous les yeux. Mais l'important, c'est que ces traces déposées nous ont permis de ramasser quelque chose qui nous regarde. Et peut-être que l'animal sauvage, on le voit jamais. Et peut-être que cette danse, on la voit jamais. Mais elle aura participé à construire quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, Rémi. Merci à vous.